Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. Bonjour mon cher Polydomso. Bonjour. Comme vous pouvez voir, de temps en temps, il y a des petites tensions dans le podcast La Sœur. Et Ouais, voilà. il m'a dit un truc, c'est parti d'un coup. Direct. Non, blague à part. Alors là, on a vécu un UFC 268 particulièrement plaisant au Madison Square Garden. Franchement, tous les combats étaient bons. Tous les combats étaient ouf. On va commencer par le main event. N'oubliez pas Road to 100 G's. On vous prépare de très très belles choses d'ailleurs. Donc un petit pouce bleu, un petit abonnement, vous le savez, ça nous aide énormément. Oui, on n'utilise pas l'écran. On n'a pas Rusty B qui est là pour s'occuper. Tout était occupé avec quelque chose d'un petit peu plus important. Ouais. On reviendra là-dessus. Un homme sérieux. On reviendra là-dessus. Alors, Polydomso, UFC 268, Kamaru Usman, Colby Covington, on ne s'attendait pas du tout à ça au regard des deux premiers rounds. Bah, c'est vrai que c'était surprenant. Alors, du point de vue de Kamaru Usman, il n'y avait pas tellement de surprise, il était extrêmement confiant, très efficace sur ses coups, très efficace sur son anglaise. Il a tout de suite mis la pression à Colby Covington avec un game plan qui était, je pense, d'empêcher Covington d'amorcer son espèce de volume, tu vois, parce que Covington, c'est une machine bien rodée, tu vois, quand il commence à lancer ses enchaînements anglaise, kick, et surtout quand il marche sur toi, il peut continuer comme ça pendant 5, 6, 7, 8, 10 rounds, je pense, d'affilée sans trop se fatiguer. Donc là, l'idée, c'était de le faire reculer et d'avoir une anglaise efficace avec une concentration cette fois-ci sur les attaques en ligne haute, plus que dans le premier combat où il avait un jeu un peu plus varié. Et c'était très efficace, alors que de son côté, Colby Covington, c'était très étrange. On l'a senti extrêmement tendu en début de combat. Même dans l'avant-combat, hein, lorsque Kamaru Usman est entré dans la cage et tout, c'était assez particulier. Tout à fait, et surtout sur les deux premiers rounds, il était assez maladroit, pâteau, il envoyait les coups avec un temps de retard, pas très rapide, enfin, il mettait beaucoup de coups à côté. Je crois qu'au début, il y a une stat qui est passée, mais il faudra revérifier, où on disait un des commentateurs disait qu'il était à 23%, ouais, c'est ça, 23% de succès sur ses touches. Enfin, il mettait beaucoup de coups à côté. Et c'était pas tellement parce que Kamaru Usman s'était transformé soudainement en Floyd Mayweather, hein. C'était vraiment lui qui avait un timing de retard. Et à la fin du deuxième round, il s'est fait toucher très durement sur un superbe check hook de la part de Kamaru Usman. C'était magnifique en termes de timing. Pile sur le menton. Pointe du menton, pareil sur un pas de retrait, alors que Covington s'engageait et qui un peu a découvert ce qu'il faisait, et il est passé vraiment pas loin de se faire terminer à ce moment-là. Il a su habilement se protéger en tentant un takedown et tout. Parce que oui, il y a un deuxième knockdown et ensuite il tente le takedown. Exactement, ouais. D'ailleurs, les tentatives d'amener au sol qui étaient présentes dès le début, pas vraiment concluantes, mais plus pour, je pense, varier en fait. Même si il semblait que Covington insistait beaucoup plus à ce niveau-là que Kamaru Usman, qui en a fait qu'une seule, je crois, ou peut-être deux, mais il n'a pas trop insisté à ce niveau-là. Donc passer ce deuxième round très très dur, je pense que ça a un peu réveillé en fait, ça a galvanisé Covington, parce que sur le troisième round, il est revenu plus sûr de lui, avec des gestes un peu plus raccourcis, plus directs, moins de battoirs dans le vent. Il y en avait toujours, hein. Il y a eu beaucoup de déchets de la part de Covington pendant tout le combat, mais là il y en avait moins. Et quand il resserrait en fait ses angles de frappe, qu'il faisait pas des grands mouvements larges et amples et qu'il se jetait pas en fait sur Kamaru Usman, il était beaucoup plus efficace. Notamment, il refaisait des choses qu'il avait fait dans le premier combat de jab, pas de retrait, et il revenait avec le bras arrière, où il a touché plusieurs fois Usman, enfin jamais durement, mais il l'a touché en tout cas nettement. Et de son côté, Usman, je pense que il y a eu deux rounds, le round 3 et 4, où parce qu'il était porté par le succès du deuxième round, c'est peut-être un peu trop concentré à mon goût sur la tête, le visage de Covington, ce qui fait qu'à mon sens, il devenait plus prévisible pour Covington du coup pouvait redéployer en fait son striking, et notamment son jeu en kick, qui, alors pour le coup, Covington l'a beaucoup concentré en ligne haute, mais dans le quatrième round notamment, il y a un kick de la jambe arrière quand il était en position de gaucher qui passe en fait, donc du coup sur le foie en fait de Kamaru Usman, et ça fait vraiment ça relance la dynamique du combat, je trouve. Et c'était très intéressant parce que du coup, troisième et quatrième round, à mon sens, faudrait que je revoie le combat, mais je l'ai donné plutôt à Covington. Premier, deuxième tranquille, premier large, et le deuxième encore plus large pour Kamaru Usman. Ce qui fait qu'au cinquième round, c'était
c'est quand même intéressant. Enfin, il y avait on se retrouvait dans la même situation. C'est ça. Du premier combat. De nouveau un combat. C'est-à-dire, alors que sur les 2 premiers rounds, on s'était, enfin, à la fin du deuxième round, on s'est dit bon bah, ça va se terminer rapidement. Covington, il est un peu largué, quoi. Tu vois. Et la réflexion qu'on s'en faisait, c'est que bah oui, il y avait un peu il semblerait un peu de ring rust, de rouille, d'inactivité en fait, parce que pour mémoire quand même, Kamaru Usman était beaucoup plus actif. Sur les 2 années précédentes que 3 combats contre un seul pour Covington. Tout à fait. Donc bon. Mais finalement, oui, il a fallu passer près de la défaite pour finalement se réveiller, gagner un peu en confiance et pour que le match se rééquilibre en fait. Et parce que le 5e round, Kamaru Usman remet la pression, donc c'est une domination qui est quand même moins importante que lors des rounds précédents, mais c'est lui qui dicte le tempo, qui touche plus aussi. C'est ça. Alors en fait sur le début du 5e round, Covington a un bon début de 5e round, mais puis après il est moins actif et c'est Kamaru qui prend le dessus sans vraiment le toucher nettement, mais c'est juste il a une meilleure activité, un meilleur ratio et contrôle vraiment bien où se passe l'action. Il y a un petit eye poke à la fin, enfin eye poke / poke à 40 secondes de la fin, mais le rôle, enfin l'impact de ça, c'est complètement négligeable. Ce qui a peut-être joué un peu un impact un peu plus important, c'est malheureusement le coup de tête qu'il y a sur le premier round, qui ouvre en fait la pommette de Covington, et c'est quelque chose qui a gêné Covington pendant tout le combat. Néanmoins, je pense que ça aurait été encore plus impactant si c'était au-dessus de l'œil ou quelque chose comme ça. Là, c'est juste bon, ça le perturbait, mais ça n'a pas obstrué son champ de vision, ça n'a pas, je pense, affecté ses capacités de combat, quoi. C'est juste plus une charge mentale en fait que tu portes en te disant bah mince, j'ai une coupure, peut-être ça peut s'arrêter, peut-être un problème. Donc ça, c'est bon, les petits faits de combat un peu regrettables. Sinon on sent vraiment ce qu'on peut dire, c'est qu'on sent vraiment le travail qui a été fait avec Trevor Whitman sur la boxe. Maintenant, l'inquiétude que j'ai vis-à-vis d'Ousmane, bon, c'est parce qu'il est face à Covington, mais c'est que j'ai l'impression que son arsenal se resserre de plus en plus sur son anglaise, quasiment plus sur sa lutte, en fait. Presque pas, bon, c'est parce que c'est face à Covington aussi, hein, il faut pas l'oublier. Ousmane, quand il est pas sûr d'avoir la suprématie en lutte, il insiste pas trop, tu vois, il va avoir une super takedown de défense, et d'ailleurs là, ça n'a pas manqué parce qu'il a défendu tous les takedowns, je pense. Et il y en a un qui est discutable, on va dire. C'est ça, mais il s'est tout de suite relevé, donc ça a pas été important, en fait, comme action. Mais, il y a moins de kicks qu'avant. Les coups au corps, il les a repris à partir du 4e round parce que justement, il sentait qu'il y avait un mouvement, tu vois, il devenait imprévisible. Ouais, voilà, c'est ça. Le mouvement du combat était un peu en train de repartir dans la direction de Covington, et donc il s'est adapté en fait en cours de route. Mais du coup, c'est moins de travail de pression contre la cage aussi, moins de travail de kick, plus sur l'anglaise, plus efficace en anglaise aussi, parce que les frappes, on voyait, il y avait une différence énorme entre les coups que portait Covington et les coups que portait Kamaru Usman. Usman, à chaque fois qu'il frappait nettement, ça vacillait du côté de Covington. Alors que Covington, quand il touchait, bon, c'était des frappes nettes, c'était propre, mais il y avait jamais un moment où on se disait et une meilleure sélection, hein, parce que Covington, on pense notamment à ses uppercuts. Qu'il a tenté, retenté, il a dû toucher 1 ou 2 fois dans le combat, mais il a dû en faire 10 ou 15 comme ça, et c'est vrai que ça n'a pas passé. Le seul coup vraiment qui a marqué Ousmane, c'est ce middle kick au 4e round, et c'est parce qu'en fait il était installé en fait, c'est-à-dire pendant tout le combat c'était le high kick qui passait de la jambe arrière, et là c'était le middle kick qui était passé, donc je pense que ça a surpris en fait Ousmane. Mon cher Polydomso, maintenant pour Kamaru Usman, quel potentiel défi? Bah, très honnêtement, moi je me dis, honnêtement, on pourrait le refaire combattre contre Burns, on pourrait le faire combattre contre Leon Edwards si c'est Leon Edwards qui gagne contre Masvidal. Si Masvidal gagne, je suis pas super intéressé par revoir un 3e combat. Désolé, hein, Julien. On a Julien qui est membre officiel du fan club de Masvidal. Oui, mais je comprends moi aussi, je comprends, mais disons que là, pour le coup, on a vu ce qu'il y avait à voir en fait dans cette confrontation-là. C'est pareil pour Covington, même si c'était 2 combats très serrés. J'ai pas envie de revoir tout de suite un 3e combat Covington, quoi. Je pense que là, on a compris un peu ce qui se passait. Burns, je suis pas super chaud non plus parce que c'est encore tôt. Il reste quoi? Bah, Leon Edwards s'il gagne, Vincent Luque.
mais c'est tout. Et moi, du coup, pour le coup, je suis chaud pour Chimaev en fait. Enfin, c'est la réflexion que je me faisais, c'est que honnêtement, il y a des gens qui vont dire c'est beaucoup trop tôt et tout. Oui, c'est trop tôt. Mais il y a personne Mais il y a d'autre. personne d'autre. Et vu ce qu'a fait Chimaev jusqu'à présent, ben moi je suis intrigué. J'ai envie de voir ce que ça donne en fait. Enfin, ça m'intéresse. Je me dis le mec est tellement dominant parce que, enfin, très honnêtement, moi j'ai pas eu l'occasion de m'exprimer sur Chimaev chez La Sueur. Enfin, le hasard a fait que j'ai jamais fait les podcasts quand il combattait en fait, donc j'ai pas pu m'exprimer sur lui. Mais ce qu'il a fait jusqu'à présent, personne d'autre ne l'a fait avant lui. Hein. Gagner 4 combats comme ça d'affilée à l'UFC avec une opposition croissante. Certes, c'est des match-ups qui sont pas les plus compliqués pour lui, ça j'en conviens. C'est pas des gros lutteurs ou des gros grappleurs qu'il a affronté, mais néanmoins, on fait pas ça à Li Jingliang quoi. Et donc c'est pour ça, moi je suis curieux. Je me dis, c'est un monstre physique. En plus, d'autant plus que ce dont je faisais part à Rust et Guillaume, c'est que j'ai une inquiétude concernant Chimaev, c'est que je sais pas s'il va être capable de rester en welterweight très longtemps, parce que déjà il a du mal à cutter, et il a un physique qui à mon sens se prête pas trop au cutting, parce qu'il est quand même assez longiligne, assez grand, donc je pense qu'à mon avis c'est dur pour lui de faire l'effort, et je pense pas peut-être il a 3-4 combats, tu vois, en welterweight, à moins peut-être qu'il y a un truc qui fait mal et que s'il le corrige, peut-être que ça se passera mieux, mais j'ai un peu des doutes sur sa capacité à rester dans cette catégorie-là. Donc, ouais, pourquoi pas le faire monter très rapidement. Honnêtement, moi, ça me choquerait pas. Je me dis, vas-y, pourquoi pas. Il a battu tout le monde, Ousmane. Ou alors Ousmane doit monter de catégorie. Ouais. Il a donné son prix pour Adesanya 100 millions de dollars. Ou attendre qu'il y ait un autre champion, parce que moi je serais très intrigué pour Whittaker Ousmane. Ouais, ce serait pas mal Whittaker Ousmane. À voir. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal de combats qui arrivent, donc l'avenir permettra en tout cas tout à fait. Se positionner là-dessus et d'avoir différentes options. On passe au co-main event Polydomso. Ouais. Weili Zhang, Rose Namajunas. On a été un petit peu distrait par Canelo Alvarez contre Caleb Plant. On a fait une Dana White. On a fait une Dana White parce que Dana White aussi regardait la boxe anglaise pendant le co-main event. Bon là, cette fois, ça est allé à la décision. Victoire de Thug Rose, à qui on donne, nous, de notre côté, pour notre scoring personnel, 3 rounds contre 2 en sa faveur. Tout à fait. Alors je me souviens plus exactement quel round on donnait parce que c'est un peu confus, mais le game plan, je pense, de Zhang était bon. C'était un peu ça l'idée qu'il fallait avoir, beaucoup de low kick. Un bon travail d'accrochage et de tentative d'amener au sol. Je pense que elle a vraiment pêché par manque je pense de cuit combat. Dans le dernier round où Polydomso a pesté. Ouais, je pense, j'ai pas très bien compris en fait ce qu'elle a cherché à faire dans le dernier round. Ouais, elle se fait surprendre sur une superbe amenée au sol. Le takedown est magnifique de Thug Rose, mais après, elle a vraiment à aucun moment tenté de se relever. Et même quand elle avait parfois des moments où elle créait l'espace en fait avec sa garde, c'était pour essayer de passer un up kick, ça marchait pas. C'est là on arrivait à un stade où elle avait perdu déjà 2 ou 3 minutes et tous les rounds étant assez serrés finalement, tu peux pas perdre le dernier round comme ça et espérer gagner. Tu vois, si la plupart des rounds sont disputés avant, parce que le 5e round ça faisait pas un photo qu'elle le perdait parce qu'elle avait passé tout le round quasiment sur le dos. Il fallait faire autre chose quoi. Fallait trouver moyen de se relever. Elle est restée tout le temps au centre en fait. Alors peut-être que au niveau de l'énergie elle était peut-être plus là aussi, hein. C'est ça aussi la raison, parce que les gens se rendent pas compte, parce que Weili Zhang c'est quelqu'un qui a une condition physique impeccable. Généralement elle s'entraîne très très dur, mais le truc qui est vraiment déroutant avec Thug Rose, c'est qu'elle te fait rater aussi pas mal de coups, elle aussi, avec ses feintes, avec son in and out, avec son footwork. Et quand tu foires des coups comme ça dans l'air et que t'envoies des coups dans le vent, ça te fatigue beaucoup plus. Et je pense que comme c'était un combat à haute intensité, avec des phases d'accrochage, des takedowns, du combat au sol avec du contrôle au sol, des scramblings et tout, et en plus pas mal de coups qui sont partis dans le vide de la part de Weili Zhang, peut-être qu'effectivement il y avait une grosse fatigue au 5e round. Il n'empêche que je pense qu'elle a pas cherché vraiment à se lever. Je sais pas si je pense pas qu'elle se disait qu'elle gagnait. Je pense pas qu'elle se disait c'est bon, j'ai tous les rounds et je peux me permettre de prendre le 5e round. Je pense qu'elle cherchait vraiment à passer le
la technique un peu miraculeuse, tu vois, à la fin, et ça, c'était pour moi un mauvais calcul, à mon sens. Ouh. Donc voilà, and still, la championne reste la championne. Ouais. Là, pour la suite, il y a Carla Esparza, je pense. Ouais. Voilà. Qui avait déjà battu d'ailleurs Thug Rose. Voilà. Donc, et là, on rappelle que Thug Rose est invaincu dans les rematchs. Donc intéressant, en tout cas, retour aux affaires courantes pour Thug Rose. Voilà mon cher Polydomso. Yes. Voilà, vous savez, Big Shout à My Sweet Pea, My Sweet Protein. Moins 38% sur tous mes protéines avec le code de la sueur. Puis Venom, vous les avez vus, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. À très très vite pour la suite de la carte de l'UFC 268.